Merci Stéphane pour l'invitation à l'événement. Je prends plaisir chaque année à venir modérer une table ronde. Donc, je suis Cyril Armange, directeur général adjoint de Finance Innovation, le pôle de compétitivité dédié à la finance et à la finance digitale. Du coup, l'idée de ce sujet, effectivement, meilleure hybridation entre technologie et l'humain. L'idée est de mettre en exergue un petit peu quelles sont les avancées à la fois technologiques et humaines qui permettent d'améliorer en fait le travail des conseillers auprès de leurs clients, d'optimiser la communication. Et aujourd'hui, on a un panel assez intéressant puisqu'on a des représentants de la banque privée, on a des fintechs. Donc voir effectivement comment ces partenaires effectivement collaborent peut-être ensemble, qu'est-ce qu'elles ont mis en place durant le Covid, après. Donc c'est un petit peu l'enjeu aujourd'hui de tout cela. Je vais laisser nos intervenants se présenter. Nicolas, je te propose de commencer. Tout à fait. Donc merci beaucoup Cyril. Alors on parle de fintech, on parle de disruption. Je me suis habillé comme un fondateur de fintech en sweat à capuche. Comme ça, on fait bien la distinction sur la scène. Donc, Nicolas Méric, donc, je suis effectivement donc, le fondateur d'une start-up qui a maintenant 7 ans, qui travaille avec l'industrie de la gestion de patrimoine, assurance, banque privée. Et donc, chez DreamQuark, on développe donc, des technologies autour de l'expérience client, avec au cœur, bien sûr, le conseiller patrimonial. Donc, c'est des solutions d'intelligence artificielle de bout en bout. On part de la donnée, on va jusqu'au cockpit du conseiller, de manière à lui donner des recommandations pour bien conseiller ses clients patrimoniaux. On a des cas d'usage de conformité, des cas d'usage qui sont plutôt commerciaux, avec par exemple les questions autour de la DDA et de MiFID II sur le conseil de niveau 2 et de niveau 3. Et donc, on intègre aussi dans une de nos solutions toute la dimension critères ESG, avec la capacité de recommander des produits d'investissement et de donner l'impact en termes de carbone. Et avec un partenaire avec Atos, cet impact en termes de tonnes de carbone économisées lorsqu'on fait des réallocations de portefeuille, par exemple. Voilà pour DreamQuark. Merci Nicolas. Emmanuel ? Merci Cyril. Bonjour à tous. Donc moi je suis Emmanuelle Sodo. J'ai une responsabilité en tant que Chief Digital Officer pour le groupe Rothschild & Co. Donc Rothschild & Co qui opère dans une quarantaine de pays, qui est une société familiale de conseil en conseil financier et puis en investissement. Et puis donc on a une activité, puisque c'est le sujet de ce matin, de gestion de fortune, de banque privée, avec un footprint européen et naturellement donc ces enjeux de digitalisation dans ce que ça vient questionner, enrichir dans la relation avec nos clients, mais aussi évidemment sur toutes ces dimensions internes d'efficacité, de maîtrise des risques et puis de développement du conseil et de la valeur client. Merci Emmanuel. Guillaume ? Bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous voir en personne, ça change un peu des mois passés. Je suis Guillaume Pierre, fondateur de Nalo. Nalo qui est une plateforme de conseil et de gestion automatisée en B2C, donc on est en direct avec des clients finaux particuliers. Je pense que ce qu'on apporte en innovation, c'est le fait de changer le dialogue avec le client. Chez Nalo, on ne parle pas de produits, on ne parle pas de risques, on se concentre sur la vie de nos clients et leurs projets financiers, parce que ce sont d'abord les projets qui dictent les bons paramètres et solutions financières, donc l'horizon d'investissement et tous les paramètres qui définissent un foyer. Je pense que nos clients le disent mieux que moi, mais notre solution est très simple, elle est intelligente, elle est beaucoup moins chère. Et on l'a vu à de nombreuses reprises en 2019, quand la Chine a fait baisser les marchés, à nouveau en février-mars 2020 avec la pandémie. Notre méthode de dialogue et nos parcours clients font qu'on a des clients heureux, qui ne paniquent pas dans les baisses et qui sont très heureux de laisser tourner automatiquement leur patrimoine. Merci Guillaume. Bonjour, bonjour à tous. Aussi ravi d'être ici avec vous. Donc moi je suis en charge du digital innovation pour le groupe Indosuez. Donc Indosuez, c'est pour certains ça parle parce que c'était une banque indépendante avant d'être achetée par le groupe Crédit Agricole, et donc maintenant dans le groupe Crédit Agricole c'est la filiale de gestion de fortune. Donc j'ai un peu le même rôle qu'Emmanuel, mais c'est limité à la gestion de fortune. Donc toute la partie banque de financement et d'investissement n'est pas dans le groupe Indosuez. Donc on s'adresse à une clientèle essentiellement de fortunés particuliers.
Et donc l'enjeu, au-delà du digital, de l'innovation, pour nous, c'est bien entendu de passer d'un monde très papier, je crois que ça a été abordé ce matin, à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus moderne, qui, bien entendu, s'est accéléré drastiquement avec le Covid. Il y a 4-5 ans, les banques privées, finalement, vivaient assez bien et se contentaient de vivre dans l'ère du papier. Aujourd'hui, c'est totalement terminé. Et donc, on a un gros enjeu de faire évoluer tout ça, tant d'un point de vue transformation culturelle, humaine, je pense qu'on va y revenir, mais également technologique, parce que je pense que Guillaume est là pour nous le rappeler. Nous, on vit avec un legacy, un héritage qui nous suit et duquel il faut arriver à sortir, d'où le challenge technologique quand même significatif pour nous. Merci Romain. Je pense que tes propos effectivement me permettent d'introduire ma première question avant de rentrer en détail effectivement sur l'aspect conseiller client. On a eu le Covid. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir au sein de vos structures? Qu'est-ce que vous retenez comme acquis de la période Covid? Et quand je pose cette question, c'est en termes de transformation numérique et digitale, en termes de relations et communication client, en termes d'expérience client, en termes d'innovation, d'acculturation, de pédagogie. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je te laisse du coup la parole. Vas-y. Oui, tout à fait. Alors peut-être deux choses. Enfin, Covid, alors, si je regarde de l'interne, en interne, moi je me souviens pré-Covid, parce qu'on travaille très décentralisé, hein, puisqu'on a 9 filiales internationales, enfin on est à 9 entités, hein, si j'ajoute l'ensemble des entités européennes et asiatiques. Et je dirais, la norme, c'était l'audioconférence avec, sans citer le provider, c'est Arcadin. Et on est passé quand même à Zoom, puis après à Webex. Bon, enfin bref, maintenant ça rentre dans les réflexes des collaborateurs de fonctionner avec des outils totalement différemment, mais aussi d'être capable de faire des workshops créatifs à distance, etc. Donc ça je pense que c'est un premier marqueur en interne qui est significatif. C'est-à-dire que les modes de fonctionnement ont réellement évolué. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours faire tout à distance, mais en tout cas, il y a eu une transformation interne. Le deuxième point en externe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, un rendez-vous client peut se faire, et c'est assez, je dirais, ça devient la norme, à distance. Il n'y a plus de raison de venir dans un salon, alors, sauf si c'est pour un bon déjeuner, mais en tout cas, ça se fait à distance, ça rentre dans la norme. Et donc derrière, moi je me souviens quand je suis arrivé début 2019, on m'avait dit bon, e-banking, de toute façon les clients s'en fichent un peu, etc. Donc c'est pas la priorité, on va digitaliser plutôt l'interne, tout ce qui est advisory, tout ce qui est CRM, etc. Et aujourd'hui, force est de constater que non, e-banking, c'est la façon même pour la gestion de fortune, pour les clients d'interagir avec nous. Donc nos priorités ont changé. Alors heureusement, on avait anticipé tout ça, on avait déjà démarré, mais en tout cas, c'est en train de s'accélérer et ça va durer. Guillaume, je sais que cette période a été très faste pour toi. Qu'est-ce que tu veux en retenir sur les problématiques que j'ai évoquées? Ouais, c'est triste à dire, mais la pandémie a été absolument extraordinaire pour Nalo. On a multiplié par 5 nos clients et nos encours. En 2020, on est passé sur le canal Internet 3e collecteur de Generali sur les contrats d'assurance vie. 3e. Donc pour ceux qui connaissent Generali, c'est-à-dire qu'on est juste derrière Boursorama Banque et ING Direct, en 3 ans d'activité. C'est juste frappant. Les gens étaient enfermés chez eux et finalement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de se connecter et d'épargner. Donc ça a été très très bénéfique pour nous. Je pense que ce qui a été très vertueux aussi, ce qui nous a permis d'asseoir notre modèle d'affaires, c'est justement la période de février-mars 2020. La vision de Nalo est de permettre à n'importe qui d'être son propre banquier privé. Donc avec cette approche par objectif, avec des outils très, très pédagogiques et des parcours clients très simples, je cite, nos clients disent qu'ils comprennent enfin ce qui se passe avec leur argent. Donc vraiment, nos clients sont assez autonomes. Donc on pourrait avoir la crainte que ça se passe très mal dans les baisses de marché. Et c'est pas du tout le cas, quelle que soit la typologie de clients chez nous. Donc on a des clients qui fuient les banques privées, on a des boursicoteurs, on a des personnes qui n'ont jamais investi de leur vie. On a tous les âges, de 18 à 87 ans.
Et en février 2020, moins de 2% de nos clients ont réagi à la baisse des marchés. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, c'est vraiment la confirmation que le fait de rester dans un dialogue très terre à terre avec les clients, de parler de projets de vie, ma retraite, mes enfants, et de matérialiser en permanence ces projets et ces poches d'investissement avec une allocation qui leur est dédiée, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, en fait, ça permet de comprendre ce qui se passe avec son argent. On a vraiment été frappé par ça, mais tous ces mouvements de marché, la pandémie, le stress, ça s'est en réalité extrêmement bien passé pour nous. Ouais. Très bien. Emmanuel, je crois que cette période a été aussi l'occasion pour vous d'accélérer vers l'expérience mobile. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Non, enfin moi, effectivement, je renchéris sur mes confrères ici. Clairement, ça a été un accélérateur d'adoption de nouveaux usages, que ce soit auprès des équipes en interne. Et clairement, quand on a en plus de ça une répartition géographique large, clairement, ça facilite beaucoup les interactions et ça fluidifie et ça permet de travailler beaucoup plus facilement. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Sur la dimension client, pour être sur cette dimension de conseil qui est vraiment le cœur de la proposition de valeur, moi j'avais 2 petites illustrations autour de ça et des enseignements qui ont été très éclairants finalement aussi pour nos banquiers privés, les banquiers privés qui sont vraiment au cœur de cette relation. Une première dimension qui est de dire à travers du numérique, on a réussi à rentrer finalement dans l'intimité de foyers. On est évidemment avec une vision 360 des situations patrimoniales, patrimoine privé, patrimoine professionnel, etc., déjà très avancées. Mais finalement, en complétant cette relation physique par des relations numériques, en organisant effectivement par des visios ou autres, on pouvait rencontrer parfois la génération suivante, les enfants étaient présents, etc. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément finalement par les relations uniquement physiques. Donc finalement, comment est-ce qu'on vient enrichir et toucher des personnes qu'on ne touchait pas forcément avant, ça a été un bénéfice. Et puis l'autre chose, c'est de toucher plus de volume aussi sur tout ce qui a été nos publications, nos market insights, etc. Effectivement, période de crise, comment être proche malgré la distance. On a multiplié les communications, les prises de position sur des aspects évidemment de réassurance, d'éclairer ce qui se passait. Et comparé à des événements qu'on pouvait organiser avant, on a multiplié par 3, par 4, par 5 notre capacité à toucher des personnes. Donc des vrais bénéfices à la fois business et relationnels sur lesquels on va clairement capitaliser. Nicolas. Alors nous, il y a plusieurs choses. C'est que nous, on a fait le choix durant cette période de vraiment focaliser nos efforts sur l'industrie de la gestion de patrimoine, où jusqu'à présent, nous, on était un petit peu plus large, ensemble des secteurs financiers. Et on a vu que c'était une industrie qui, effectivement, était en train de se transformer massivement et qu'on avait une carte à jouer forte. Mais pour ça, qu'il fallait aller proposer une solution de bout en bout autour des technologies qu'on possédait déjà, donc d'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on a fait pendant cette... il y a 2 éléments en tant que fournisseur de technologies qui m'ont frappé. Je dirais le premier élément, c'est que l'Europe s'est réveillée autour de la souveraineté technologique. C'est vrai que jusqu'à présent, je pense que l'Europe s'est beaucoup appuyée sur les États-Unis, sur ces technologies. Et en ce moment, on voit que du côté technologique, les États-Unis ont avancé fortement pendant la période de crise. Du côté asiatique, ça a été la même chose. Et que l'Europe, si elle veut continuer à pousser, elle a besoin d'être plus forte sur cette dimension technologique. Et on voit qu'il y a une ambition renouvelée, une plus grande ambition qui a émergé durant la crise, parce qu'on a vu tout ce que ça causait d'avoir ces dépendances à des fournisseurs américains ou asiatiques. Donc ça, c'est important pour un acteur européen qui a des valeurs européennes qui sont intégrées à ces technologies, notamment parce que aussi il y a des nouvelles réglementations autour de l'usage de l'intelligence artificielle. Une qui vient de sortir le 21 avril et qui entrera en vigueur donc
dès 2023. Et donc il y a des valeurs européennes qui seront mises dans ces technologies d'intelligence artificielle et qui seront traduites autour de toutes les solutions qui émergeront autour de ces technologies. Donc ça, c'est un élément important. Sur le deuxième élément, c'est que nous, je voyageais beaucoup. J'ai arrêté de voyager. Mais ce que j'ai vu, c'est que deux choses. C'est que vous pouvez effectivement faire du commerce très loin sur la planète avec d'autres entreprises. Et par contre, je crois que pour un fournisseur comme nous, même si on peut interagir facilement, beaucoup plus facilement avec les acteurs, je crois beaucoup que pour les fournisseurs B2B, il y a besoin d'avoir une relation très privilégiée avec ses clients. Et que parfois, on se dit qu'il vaut mieux voyager, être proche des clients, parce que quand on fait des projets de déploiement, être proche de ses clients, aider à l'engagement, ben ça se fait beaucoup mieux en physique que ça se fait à distance. Donc c'est peut-être un bémol que j'ai par rapport à la toute digitalisation quand on est fournisseur de technologie. Le troisième élément, pour nous, on a fait cette transformation, c'est qu'on a intégré très fortement la dimension ESG dans nos solutions. Je vois que l'ESG, les fournisseurs de technologie en parlent de plus en plus. Et nous, on a fait le choix de travailler avec Atos. On s'est intégré à pas mal de flux de données, pour obtenir des données, notamment autour de la transition climatique. On s'est intégré à des flux de données très métiers comme le flux Pénélope, par exemple. On a combiné ce flux avec des données externes ESG. Et puis, dans le cadre du partenariat avec Atos, que l'on a, on s'est intégré avec les données qui fournissent de EcoAct, qui donnent sur différents types de fonds, différents produits, différentes entreprises, des données très précises, très granulaires sur les émissions de carbone de ces produits. Et donc aujourd'hui, on voit les résultats, puisqu'on signe de nouveaux clients avec Atos ou seuls, et qu'il y a une vraie résonance sur les solutions, sur des problèmes très spécifiques que l'on adresse pour nos clients, qui sont le conseil, améliorer le conseil aux clients, intégrer cette dimension ESG et faciliter la prise en compte des contraintes réglementaires, notamment par exemple sur monitoring de portefeuille, etc. Merci Nicolas. Donc on a bien compris que le premier bilan qu'on peut tirer, c'est que vous avez capitalisé sur cette situation, accéléré de nombreux projets, métabolisé un bon nombre d'éléments. Mais aujourd'hui, quels sont vos principaux défis? Et du coup, en tant que banque privée, je m'adresse notamment à Romain et Emmanuel. On sait que la banque privée est confrontée à des problèmes de rentabilité. On sait qu'il y a la nécessité de définir une nouvelle valeur ajoutée par rapport à ses clients, parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs comme les fintech qui vous challengent un petit peu sur ces points-là. Aujourd'hui, OK, donc on a passé cette période. Quels sont vos principaux défis aujourd'hui? Quelles sont les attentes de vos clients au regard effectivement des transitions environnementales, sociétales, numériques qui se présentent? Comment vous digérez tout cela? Emmanuel? Vaste question. Non, peut-être pour poursuivre la conversation. Effectivement, on a un métier d'expertise, on a un métier de conseil, on a un métier extrêmement centré, alors c'est un peu bateau de dire ça, mais extrêmement centré sur l'humain par nature, avec effectivement un banquier privé, un gestionnaire, un ingénieur patrimonial qui accompagne encore une fois des situations complexes, des situations personnelles ou professionnelles qui sont complexes et qui nécessitent un certain nombre d'instruments et de connaissances qu'on déploie. Le digital, il vient là-dedans apporter du service, apporter de la simplicité. Et c'est là qu'on essaye d'agir, à la fois au service évidemment de nos clientèles pour restituer de la valeur, et je dirais surtout finalement au service du banquier et de son travail au quotidien. Donc si on vient aux défis, les défis pour nous en termes d'attente client, on va être beaucoup autour de la transparence. Je pense que cette question de transparence et de compréhension, c'est très important. Donc notre capacité à expliciter les performances, projeter sur des schémas d'investissement et des schémas d'ingénierie patrimoniale, c'est le cœur de métier. Donc comment est-ce que je viens d'un côté
Et ça, c'est un peu le métier de Dreamquark. Comment est-ce que je viens aider au quotidien mon conseiller à avoir les outillages nécessaires pour permettre ces projections patrimoniales pertinentes. Et puis de l'autre, comment est-ce que je viens apporter de la simplicité d'utilisation, de la clarté dans mes présentations pour restituer tout ça aux clients. Et donc oui, et ça, merci à toi et avec Nalo de secouer un petit peu le sujet. On n'est pas forcément, nous, du côté des banques privées, toujours très très bons à ça. C'est-à-dire que les sujets d'expérience client, d'interface, dans la table ronde précédente, il était question du user centricity, etc. Là-dessus, il faut qu'on progresse. Voilà, effectivement, à être trop expert, on n'est pas forcément tout à fait assez simple pour nos clients. Donc, comment est-ce qu'on simplifie? Comment est-ce qu'on restitue cette intelligence-là de la manière la plus simple possible? Donc ça, c'est un premier défi. Donc vraiment le sujet de l'expérience client. Et puis, il y a le défi aussi de la sécurité, évidemment, à côté, en face de ça. Donc, la sécurité, la confidentialité. Et ne pas faire de ces questions-là une barrière à cette simplicité et cette transparence. Voilà, donc trouver cette ligne de crête entre la maîtrise des risques et la sécurité, et de l'autre, la nécessaire transparence et la nécessaire simplicité d'usage, je pense qu'une bonne partie de notre thématique se situe là. Voilà. Et puis enfin, pour rebondir quand même sur le point de l'ESG, c'est une thématique absolument centrale, absolument stratégique, aussi bien, alors là, sur la dimension investissement de Rothschild & Co. Donc, ce n'est pas le sujet là, mais donc c'est quelque chose qu'on regarde, nous, très, très fortement. Et là aussi, comment est-ce que je viens maîtriser et éclairer l'impact, finalement, de ces investissements-là, et au final, restituer ça aux investisseurs ou aux clients de la banque privée. C'est une thématique cœur également. Merci. Romain ? Oui, alors nous, en fait, dans le groupe Créa École, on avait coutume de dire, avant la crise, 100% humain, 100% digital. Enfin, je pense que tout le monde l'a entendu, cette phrase. Et finalement, dans le groupe, ça a évolué post-crise en se disant, finalement, c'est digital par défaut, rehaussé de l'humain, mise en responsabilité. Et donc, quand on le transpose sur la banque privée, effectivement, pré-crise, on était 100% humain, sans aucun doute, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement le digital c'était vraiment assez secondaire, et d'ailleurs on avait beaucoup de clients qui ne s'étaient jamais connectés aux canaux digitaux. Donc aujourd'hui le challenge, c'est effectivement, on veut passer à du digital par défaut. Alors dans la banque privée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur nos offres, parce que nos offres produits. Si des clients viennent nous voir pour du conseil, pour qu'on protège leur épargne, c'est aussi pour des solutions très très larges. Et donc on s'était distingué avec une offre, enfin on s'est distingué avec une offre très large en termes de produits. Ça va bien entendu de la gestion libre à la gestion conseillée, à la gestion sous mandat, private equity, des solutions de crédit immobilier ou de lombard très complexes, etc., des solutions structurées. Et donc, en fait, on s'est fait embarquer dans une offre peut-être un peu trop large, qui amène énormément de complexité. Et après, il y a l'élément géographique, puisque chacune des banques, par définition, régulée avec son propre régulateur, fait comme elle l'entendait. Donc, avec des process totalement hétérogènes. Et là, aujourd'hui, la banque privée faisant face, depuis 3 ans, à des problèmes, 3-4 ans même, de problèmes de rentabilité, il faut forcément l'inner. Et donc l'inner, ça veut dire harmoniser tous les processus, gagner en effet d'échelle, donc ce qu'on arrive à faire, nous, avec plusieurs entités, et aussi sans doute simplifier l'offre. C'est vraiment ça l'enjeu pour arriver à regagner en rentabilité. Et puis derrière, effectivement, une fois qu'on a harmonisé les process, là, on peut réintroduire du digital, parce que mettre du digital... Lorsqu'on a une complexité d'offres, une complexité de process, en imaginant qu'un onboarding client en Espagne va se faire totalement différemment d'un onboarding client en Italie, en fait, on va au-devant d'énormes problèmes de total cost ownership du
du système d'information et du coût de run de l'entreprise. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est la simplification des process, et ça passe aussi par la simplification de l'offre, sachant que la simplification de l'offre, c'est aussi notre élément distinctif, donc il faut le faire assez intelligemment. Oui, c'est très intéressant hein, de voir un petit peu vos challenges. J'imagine que pour nos fintechs, c'est pas tout à fait ça, puisque vous êtes naturellement plus transparent, plus personnalisable, les offres sont plus simples. Du coup, toi Guillaume, toi qui as déjà capitalisé effectivement sur ces éléments-là, quels sont tes prochains défis aujourd'hui? Alors, est-ce que ce sont des défis de croissance? Je pense que oui, hein, cette période a été très faste pour toi. Quelles sont tes nouvelles frontières aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin? Alors, la vie d'une start-up, ou on peut peut-être dire de PME maintenant, n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Pour que chacun soit son propre banquier, il faut être très au fait des sciences comportementales et des biais cognitifs de personnes non expertes. Et ça me permet de rebondir sur l'ISR, qui en fait est un défi à ce niveau-là pour nous. On a lancé une offre ISR tout de suite avec Nalo fin 2017. Au début, on avait 27% des gens qui choisissaient activement un univers investissable ISR. En l'espace de 3 ans, c'est passé à 52%. Et moi, je pense qu'un jour, on va basculer cet ISR en option par défaut. Alors, on sait que le don d'organes, quand c'est devenu par défaut, on est passé de 5% de don d'organes à 95%. L'ISR chez Nalo n'est pas l'offre par défaut, donc il faut activement la choisir. Et on est passé de 27% à 52%. Parce que avec la pandémie et avec cette volonté de transparence, les investisseurs, les épargnants ont envie de mieux comprendre ce qui se passe avec leur argent. Mais c'est paradoxal, mais c'est complètement contraire à ce qu'on préconise chez Nalo. Pour investir correctement, il faut diversifier ses actifs, il faut surtout se désensibiliser par rapport à son patrimoine, que ce soit Nalo ou un acteur humain, un CGP par exemple, ou un conseiller en banque privée. C'est très sain d'avoir une personne tiers ou une fintech tiers qui permet de créer ce tampon émotif pour se détacher de son patrimoine. C'est la meilleure façon de tenir sur le long terme son objectif. Et donc, je reviens sur ces sciences comportementales. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est de toujours créer des parcours clients mieux pensés. Alors, pas nécessairement plus simples, mais vraiment, pour ceux qui connaissent Richard Thaler et son livre Nudge, toutes ces techniques qui permettent d'encourager les bons comportements de l'individu malgré lui, malgré son cerveau, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, en évitant de rendre l'offre plus complexe. Et justement pour que les gens puissent être autonomes tout en ayant cette transparence de frais, d'investissements qui ont du sens. Si un jour on se met à faire du financement participatif par exemple, un énorme défi pour nous sera de faire comprendre que ça n'est pas une bonne idée de financer le four du boulanger du coin et de permettre de créer une ferme pour le fermier du coin. Parce qu'on est dans un domaine de réaction parfaitement émotive par rapport à ces investissements et c'est très très néfaste pour la performance et le fait de tenir la barre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais à partir du moment où on exclut nous un maximum l'humain de la chaîne, c'est vraiment ça le défi pour nous. Alors aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, quelle que soit la fintech, et c'est pas qu'en France d'ailleurs, je déteste ce terme mais on parle beaucoup de figital. Je pense c'est encore un peu tôt de se dire qu'il n'y a pas d'humain. Et en l'occurrence, chez nous, notre service client est intégralement composé d'anciens banquiers privés, de très belles maisons françaises, justement parce que le prospect a besoin quand même de ce petit contact pour se rassurer sur le fait de dire qu'il y a vraiment des pilotes dans l'avion. Juste pour se dire qu'ils existent. Parce qu'une fois que nos clients signent, ils sont parfaitement autonomes sur le digital et il n'y a absolument aucune interaction avec le service client. Mais il y a cette étape où on veut se rassurer sur le fait que Nalo est capable au cas où de nous accompagner en tant que client si vraiment il y avait un problème. Donc voilà, malgré tout, on a aussi ce défi. Si j'élarge un peu le concept, on a aussi ce défi de la communication. Comment est-ce que Nalo continue à être pertinent avec une clientèle de plus en plus variée, avec cette mission d'aller chercher l'intégralité de la population française, donc des personnes qui vraiment n'ont pas été exposées au sujet avant. C'est ça notre challenge de demain. Ouais. Merci. Nicolas, avant que tu répondes, et ça me servira de transition pour mon autre question, c'est que aujourd'hui, donc on a bien compris que l'humain était au cœur de vos activités, hein, notamment dans
tout ce qui est en conseiller en gestion de patrimoine, gestion des investissements. Comment vous intégrez cette dimension technologique pour augmenter justement vos conseillers, pour avoir plus de pertinence, être plus transparent, avoir des parcours personnalisables? Je sais que Nicolas, tu as une très grosse activité en IA, Big Data. Aujourd'hui, comment tu utilises ces éléments tout en mettant l'humain au cœur effectivement de ta stratégie et ta valeur ajoutée? Alors nous, effectivement, les défis, c'est jusqu'à présent, en début 2020, on était un acteur technologique, on avait une plateforme d'intelligence artificielle, on simplifiait l'usage de l'intelligence artificielle, qui est un gros sujet déjà, parce que c'est compliqué l'intelligence artificielle. Et puis par contre, on a vu qu'il y avait un enjeu auprès de nos clients. Je dirais c'est à peu près le même enjeu qu'Indosuez, qui était de clarifier, de simplifier. Et ça a amené un troisième défi qui est chez nous d'aligner. Parce que, effectivement, qu'on a une solution d'intelligence artificielle qui peut faire tout, en fait, l'enjeu, c'est de faire comprendre ce que ça le fait le mieux. Et on a vu en fait qu'il fallait partir mieux des besoins de nos clients et de se dire voilà, qu'est-ce qui manque pour vraiment résoudre les problèmes de ces clients. Et donc on a fait ce travail de clarifier, de s'aligner sur des problématiques très claires autour du conseiller, d'avoir une proposition de valeur qui prend en compte le conseiller, qui n'est pas juste une plateforme d'intelligence artificielle, mais qui est de se dire voilà, au final, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'intelligence artificielle? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un conseiller il a besoin d'être pertinent auprès de ses clients. Il y a des enjeux émotionnels du conseiller. Il ne veut pas avoir l'air idiot quand il parle à son client. Il y a des enjeux réglementaires. Il y a des enjeux pour nos clients de faire ça souvent à l'échelle, parce qu'il y a aussi des poches de clients qui ne sont pas touchés, parce que c'est difficile de répliquer ce conseil humain à tous les clients de manière rentable. Donc il y a besoin de faire un peu ce que j'appelle de l'hyper-personnalisation à l'échelle. Donc on est parti de ces besoins-là et on a repris notre offre et on s'est posé la question qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant et de se dire que ça va changer beaucoup de choses. Donc en 9 mois, parce qu'on a lancé, on a réfléchi les premiers mois, on a déjà s'est posé, on a pris le soin de nos équipes, puis après on a réfléchi à qu'est-ce qu'on doit changer. Et puis fin septembre, on a présenté une nouvelle stratégie à nos équipes. Ça amène à ce moment-là à avoir des nouvelles ressources qu'on doit faire rentrer, parce qu'on a choisi vraiment d'être très très métier. On était très technologique, on devient très métier. Donc c'est un changement, c'est une vraie transformation très profonde pour l'entreprise. Ça amène d'embarquer les collaborateurs, ça amène d'aligner, de faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction. Et ça demande de changer le message, changer le produit, donc des développements produits, regarder ce qu'on fait le mieux, mettre en avant nos éléments différenciants et s'assurer que tous ensemble on peut développer cette offre. Et donc ça a été une transformation complète de l'entreprise en quelques mois. Et ça, c'est quand même un défi, je pense, pour toute entreprise, même si on avait des bases, mais d'aller vraiment jusqu'au bout dans cette industrie du waste management, de manière à répondre aux enjeux de nos clients de l'industrie, qui sont s'assurer que les conseillers, dans ce monde très digitalisé, vont continuer d'être pertinents face à leurs clients, parce qu'en face, il y a les GAFAM qui arrivent aussi avec des offres. Alors, peut-être pas les GAFAM dans la gestion de patrimoine, mais en Asie, par exemple, les BATI qui, eux, ont des offres très claires, et c'est en train de se clarifier aussi avec le régulateur chinois. Et puis, il y a aussi ces enjeux, peut-être, qui sont forts, c'est d'aller directement vers le client. Donc, comment, aussi avec nos solutions, on peut avoir ce conseil personnalisé directement auprès du client. Alors, la première étape pour nous, c'était auprès du conseiller, mais à plus long terme, c'est aussi d'aller auprès du client. Très bien. Emmanuel, dans vos activités de conseil, de gestion, d'investissement, reporting client, comptabilité, comment vous utilisez la technologie chez Rothschild du coup? Alors sur le comment, moi j'aurais envie d'aller un peu sur finalement c'est quoi le chemin, parce que je veux dire on le dit tous à notre façon avec des points de départ qui sont différents, mais finalement c'est quoi le chemin? Donc j'ai une conviction moi qui est qu'il n'y a pas de grand soir dans cette histoire-là. C'est qu'une question d'adaptation finalement à notre écosystème. Et donc comment on le fait? On choisit nos combats et puis on fait les choses au fur et à mesure. Donc on a choisi quelques sujets très concrets. On a choisi le sujet
Je parlais simplification tout à l'heure et le mobile est un formidable levier de simplification parce que forcément vous êtes sur un petit écran, vous êtes dans une situation pas forcément super confortable, etc. Donc le mobile est un très bon axe pour travailler l'expérience client. Donc on accélère là-dessus, ça nous amène à nous poser des questions de sécurisation de l'accès. On est en train de mettre en place là, un SCA, etc. Bon, donc ça c'est un premier sujet, le mobile et la simplification de l'accès. On a pris un autre sujet plutôt autour, vous parliez de papier tout à l'heure Romain, mais donc tout ce qui va être dématérialisation, digitalisation de l'onboarding. Donc ça c'est une thématique évidemment qui va être épine dorsale pour beaucoup de choses parce que ça vient tirer derrière de la suppression de signatures. Donc il y a de la signature électronique, il y a du contrôle réglementaire. Et embarquer finalement beaucoup de process connexes derrière ça. Donc ça, c'est une jolie colonne vertébrale aussi autour de laquelle ça va apporter beaucoup d'efficacité en interne, mais aussi restituer aux clients. Parce que finalement, signer des dizaines de contrats quand on est en full digital, ça fait longtemps qu'on a oublié ça. Et puis beaucoup de thématiques aussi autour du traitement de la donnée au sens déjà automatisation, systématisation, contrôle sur des activités réglementaires, transaction monitoring, KYC, etc. Voilà. Donc ça c'est les grandes thématiques. Et puis derrière le quoi, le comment. S'inspirer des meilleurs. Donc, encore une fois, heureusement que le marché est animé. Les GAFA sont pas complètement sur nos terrains aujourd'hui, effectivement, mais en revanche, ils créent des standards. Donc, comment est-ce qu'on adopte les standards d'interface, d'expérience client? Comment est-ce qu'on adopte les standards de technologie? Comment est-ce qu'on adopte les standards d'ouverture? On parlait d'open banking dans l'intervention précédente. Donc toute la question d'ouverture, d'APIisation, de plateformisation, de cloud, etc. Donc comment est-ce qu'on met en place, pas aussi, mais ces basiques, ces frameworks qui doivent devenir nos standards à la fois méthodologiques et technologiques. Très bien, merci Emmanuel. Robin, sur cette question d'hybridation technologique et humain, aujourd'hui, est-ce que chez Indosuez, vous comptez travailler avec des fintechs sur ces questions? Emmanuel parlait de la stratégie de petits pas quelque part, on prend quelques pans identifiés, on avance doucement. Aujourd'hui, est-ce que on peut envisager chez vous une collaboration plus approfondie avec des fintechs sur ces questions? Quand on entend Guillaume, on voit bien qu'il y a déjà quelque chose qui existe, une offre pertinente. Est-ce que c'est une logique de collaboration qu'on peut penser mettre en place chez vous? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ce qu'on fait. En fait, à l'origine, je ne l'ai pas cité en remarque préliminaire, mais on a une filiale informatique basée à Lausanne qui fait du servicing IT et opérations. Alors, historiquement, très core banking, très back-office, post-trade, à la fois pour Indosuez, bien entendu, pour les 9 entités que j'ai citées, mais également des banques externes. Des banques privées, alors de taille petite ou même plus grosse, puisqu'on a signé récemment avec la Société Générale, Private Banking. Et historiquement, tout était fait en interne. Le core banking a été construit en interne depuis 30 ans. Imaginez la technologie derrière. Là, on est en train de migrer vers du COBOL. Donc ça, c'est l'histoire ancienne. Et il y a 3 ans, on a fait le choix de se dire, premièrement, on ouvre le système. Donc on APIise tout le système. Deuxième choix, on collabore avec des fintechs. Alors pour moi, il y a 2 types de fintechs. Il y a B2B et B2C. Donc typiquement, Nalo, c'est du B2C. Et puis Nicolas, c'est plutôt du B2B. Donc on collabore avec du B2B. Et donc tous nos sujets, on les a, avec des fintechs en B2B. Donc tous nos sujets, on les a effectivement abordés avec des fintechs externes. Je vais en citer quelques-unes. WDX sur tout ce qui est CRM et Client Lifecycle Management. Evoque
et EdgeLab pour tout ce qui est investment advisory, etc., etc. Drinkwork, on a fait des choses avec Drinkwork. Donc on a au moins une douzaine de fintech avec lesquels on collabore, Neuroprofiler pour tout ce qui est risk profiling. Donc c'est vraiment le choix qu'on a fait, c'est-à-dire on a un enjeu de time to market, on ne sait pas faire, on va collaborer ensemble. Après, le deuxième volet, c'est est-ce qu'on pourrait collaborer avec une fintech dans une logique B2C? Pourquoi pas? On l'a pas abordé aujourd'hui. Là, on est vraiment sur le cœur de la transformation technologique. Donc, c'est plutôt fintech au sens digital enabler. Voilà. Mais bien entendu, ça fait partie totalement de notre stratégie. Et juste pour rebondir, je pense que ça fait partie des standards de l'industrie aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est illusoire de penser que les systèmes propriétaires, les systèmes fermés sont l'avenir. Donc je pense qu'effectivement, c'est une tendance qui n'est pas nouvelle, hein, mais que je pense l'industrie s'approprie complètement aujourd'hui. Nous, on le voit, ça, ce sujet, notamment sur deux axes. Le premier axe qui est très fort, le deuxième étant un peu moins fort, c'est la partie open source. Aujourd'hui, tous les acteurs, ou presque, mettent leurs algorithmes en open source, même ceux où ils ont vraiment une avancée. Alors, ils ne mettent pas toujours tout en open source. Hein. Et puis après, ils packagent ça, ils essayent de s'assurer qu'ils ont des offres qui vont permettre de mieux les utiliser, etc. Mais l'open source est très structurant dans l'émergence de cette révolution de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va être la même chose sur la blockchain, même si c'est un peu plus dur. Et il y a encore, je pense, des évolutions à faire en termes de technologie. Puis le deuxième axe, ça va être l'axe données. On voit notamment avec des standards qui sont en train d'être bâtis. En Europe, il y a Gaia-X, par exemple, qui est ce consortium européen autour de l'élaboration de standards pour différentes industries dès lors qu'on est dans le cloud, l'intelligence artificielle et autres. Et on va aller vers une direction de sharing de données, open data plus vaste. On pense que la valeur et l'innovation elle sera plus forte en partageant les données plutôt qu'en les gardant. Et notamment sur les enjeux, par exemple, climat, ESG, il va y avoir de plus en plus de partage de données avec de nouvelles réglementations qui vont forcer les acteurs à mettre sur des standards accessibles, standardisés, leurs données sur les dimensions E, S et G à disposition, de manière à ce qu'on puisse créer beaucoup plus d'innovation. Et je pense qu'on ne fera pas la transition énergétique si on n'a pas le maximum d'innovation, parce que c'est un défi, le défi du siècle, je dirais. Bien sûr. Merci pour ces retours. Vous avez un petit peu anticipé la conclusion, mais j'ai une petite question taquine, en fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que l'avenir de la banque privée passera par des fintechs, mais surtout par des néobanques? En Suisse, il y a une néobanque dans la gestion privée qui s'appelle Alpian, qui a été lancée récemment, qui a fait une grosse levée de fonds. La gestion de fortune, la banque privée en Suisse est assez différente de ce qui se fait en France, d'accord? Donc ils sont souvent un petit peu précurseurs des activités, des tendances qui vont arriver. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Est-ce que demain, on peut se dire que la banque privée passera par des néobanques, passera par des fintechs vraiment beaucoup plus marqués? Tout dépendra de la capacité des banques actuelles à se réinventer. Pour faire le lien avec la question précédente, parce qu'elles sont en réalité très liées, au début de Nalo, on a discuté avec toutes les banques. Les banques retail, les banques en ligne, les banques privées. On a beaucoup discuté ensemble, en l'occurrence. Au final, on a choisi de faire chevalier seul et de ne pas faire de B2B. Parce qu'on est un peu taré, on est un peu rêveur. Et nos partis pris sont tellement marqués qu'on n'arrivait pas à s'entendre ou à se mettre d'accord avec ces différentes banques. La banque en ligne, ce qui l'intéressait chez nous, c'était le fait qu'on était dans le digital. Mais les banques en ligne sont très génériques, vendent de la gestion profilée très basique, avec une volonté de pousser du produit en masse. On s'entendait bien avec les banques privées parce qu'on a une gestion qui est très individualisée. Mais ce problème du conseiller humain qui reste au centre de la relation, alors j'entends que ça évolue, c'est intéressant, mais on a toujours cru que le conseiller humain était un luxe, était un plus, qu'il fallait redonner des lettres de noblesse à ce métier, mais que le cœur du truc devait vraiment être du numérique. Et donc comme ça, de fil en aiguille, on se dit que c'est peut-être à nous de vraiment changer
en tant que fintech indépendante, l'industrie entière. C'est pour ça qu'on est très vocaux sur des sujets de transférabilité de l'assurance vie. On est en permanence en train de faire signer des pétitions pour que les choses évoluent. On a été les premiers à proposer de l'ISR clé en main. Alors c'est dur, hein, c'est du travail. Et je pense qu'il faut être un peu taré parce que ça se fait pas facilement, quoi. Il faut des équipes absolument passionnées et on a la chance de l'avoir, cette équipe qui pousse très très dur au quotidien. Voilà, je pense que les gagnants seront certainement des néobanques. Il y en aura, j'en suis convaincu. Et puis quelques banques privées qui auront pris le parti de casser des pans entiers de métiers pour se réinventer. Soit seul, soit avec des fintechs. Mais ce chemin-là est beaucoup plus périlleux puisque quand le core system est dans un langage qui est très archaïque, en fait c'est très très coûteux à maintenir. Je plaisantais tout à l'heure avec des personnes avec qui on discutait. On existe depuis 3 ans et en fait on a déjà nous jeté à la poubelle notre première version de SI en 3 ans. Et on est voilà une start-up, on est une petite PME. Donc c'est tout le danger du legacy. Et j'en profite pour faire une petite pique aux régulateurs aussi. Il faut évoluer avec son temps, il faut des régulateurs qui soient fermes. Il ne faut surtout pas faire de copinage avec les acteurs, mais il faut absolument avoir une certaine indulgence aussi pour permettre l'évolution. Le fait qu'on soit ancré dans du papier, notre partenaire Generali, on discute des protocoles transactionnels complètement lunaires et qui sont d'un ancien temps en fait. Et si entre nous on n'est pas pragmatique par rapport à ça, en fait effectivement, ça sera peut-être pas les GAFAM, mais peut-être venant plutôt de l'Asie en effet, on va avoir des acteurs qui vont débarquer en Europe et qui seront redoutablement puissants et beaucoup plus rapides que nous et on sera plus maître chez nous. Donc le vrai danger est là. Je pense qu'il faut absolument se réinventer. Et donc je ne sais pas si je réponds précisément à la question, mais quelques petites idées pour réflexion. Romain, Oui, pour compléter et répondre à la question, est-ce qu'il y aura des néobanques sur le segment de la banque privée? Alors, le segment de la banque privée, c'est assez large. Hein. Ça va de quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, je pense qu'après, il faut segmenter. C'est-à-dire du ultra high net worth individuel, je ne pense pas que ce sera de la néobanque. En revanche, le segment bas, ce qu'on appelle mass affluence, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'euros, aujourd'hui, il faut se le dire, soit ils sont mal gérés par les banques de détail, soit ils sont délaissés par les banques privées. Il y a tout un segment intermédiaire, d'ailleurs, qui est un peu le segment adressé par Nalo, alors sur une frange de produits, qui ne demande qu'à être adressé, en fait. Et là, oui, moi je suis persuadé qu'il y aura des banques privées qui vont émerger, dites totalement en ligne ou on va dire majoritairement en ligne avec de l'humain à quelques moments un peu engageants. Et je pense que oui, il y a un boulevard pour ça, parce que c'est un segment qui est mal adressé, qui demande un peu de technicité, et les banques de détail ne sont pas capables de l'adresser. Et pour les banques privées, c'est-à-dire en dessous d'1 million d'euros, et on l'a vu, certaines banques se sont délestées de ce segment au profit d'autres acteurs, donc avec du digital, de la personnalisation, etc. C'est tout à fait adressable. Donc je pense que oui, le modèle suisse, qui est un modèle parmi d'autres, va sans doute émerger. Moi j'aurais un point de vue effectivement de coexistence, enfin au-delà de ce que tu dis sur la segmentation. En fait, la réalité, c'est que nos clients, ils sont largement multibancarisés aussi, et que tout ça coexiste. Hein. Donc voilà. Je suis pas schumpeterienne, c'est-à-dire je crois pas que tout ça va disparaître. Je pense plutôt que ça va coexister. Et je sais pas s'il faut être taré, mais en tout cas, il faut une bonne dose d'énergie aussi pour avoir envie de transformer, des business. Et je pense que voilà, c'est dans une démarche de coopération, d'ouverture, et puis avec l'envie de servir les clients d'un côté et puis d'inventer l'avenir que ça marchera. Donc moi je crois que ça coexistera, je crois qu'on a besoin de tout le monde sur le marché, mais ça demande effectivement de se remettre en question, ça demande de changer les méthodes, ça demande de changer les approches, peut-être de revoir les modèles aussi vraiment cœur de métier.
mais tout ça coexistera. Ça, c'est ma vision. Nicolas. Moi, effectivement, sur les problématiques comme tout ce qui est autour de la fiscalité, autour de l'héritage ou les crédits lombards, c'est compliqué de voir une néobanque émerger là-dessus. C'est pas forcément leur modèle. Après, ce qui est certain, c'est que les acteurs qui ont disparu, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte les disruptions du moment. Parce que souvent, la disruption, c'est compliqué de le voir. C'est quelque chose qui est pernicieux, on ne le voit pas au départ. Puis au moment où on le voit, en fait, il est parfois un peu trop tard. Donc l'enjeu, c'est d'avoir cette capacité à identifier les premiers signaux. Et c'est des durées qui sont de l'ordre de 10 années, 20 ans, voire plus. C'est ce qu'on a vu avec les technologies, les acteurs, les GAFAM. Alors, ils sont allés très vite. Maintenant, on est capable de faire une boîte qui vaut 100 milliards en 10 ans. Parce qu'ils sont en mesure de voir ces signaux et d'avancer très vite. Donc ça, il faut le prendre en compte. Je pense que et c'est très difficile pour les stratèges des grandes entreprises de le voir. Parce que justement, on se dit, ça ne va jamais arriver, c'est tout petit. Parce que l'être humain ne sait pas identifier ces tendances exponentielles. Donc ça, c'est un élément dont il faut avoir conscience. Après, je rejoins le côté, ce segment non adressé. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, je crois beaucoup que c'est un moyen d'y aller, au travers de la recommandation, au travers du traitement du langage naturel, parce qu'on peut scaler ce que fait une personne. Puis je dirais le dernier élément, c'est qu'il faut se dire que peut-être que la vraie compétition, elle n'existe pas encore. C'est pas une néobanque. Ce qu'il faut voir, par exemple, c'est qu'un acteur, on parlait avec Emmanuel, comme Tesla, ils vendent des voitures, ils sont sur les commodités, ils investissent sur le Bitcoin, ils jouent dessus, ils voient qu'ils sont en capacité de faire pas mal d'avancées, que ce n'est pas encore complètement régulé. Alors, ça commence, mais pas complètement. Et que, en fait, ces acteurs-là, ils peuvent sortir des nouveaux produits, tout comme Tesla l'a fait avec l'assurance, parce qu'ils avaient des données sur leurs clients et qu'ils adressent un secteur quand même luxueux. Et donc, ces acteurs-là peuvent devenir demain donc un acteur du wealth management en disant en fait on a toutes ces capacités de gestion d'actifs derrière et on va pouvoir vous faire obtenir une performance qui sera digne des meilleurs hedge funds grâce à toutes les technologies d'intelligence artificielle qu'on a traitées et notre connaissance des comportements humains. Il y a des satellites qu'ils envoient via Starlink. Grâce à ces satellites, ils peuvent analyser énormément de signaux fins qui peuvent utiliser ça dans la gestion d'actifs. Donc il faut se méfier aussi de ces acteurs-là où aujourd'hui ils se mettent pas en avant comme un gestionnaire d'actifs, ils se mettent pas en avant comme un assureur, mais ils ont toutes les capacités de le faire. Et j'aurais plus peur de ces acteurs-là en tant que banque privée que j'aurais des néobanques. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup.